a eu cette idée folle d'inventer l'école? La chanson dit que c'est Charlemagne, ça n'est pas tout à fait Charlemagne, mais enfin, peu importe, nous parlons du système éducatif en Afrique. Nos invités s'y connaissent, merci de les recevoir avec moi. J'allais dire le monsieur en lunettes, non, le monsieur avec sa veste, son beau veston bleu. Bon anniversaire à vous, c'est votre jour aujourd'hui. Vous êtes Stéphane Konda, vous êtes courtier de profession, vous êtes écrivain et avez à votre actif 2 ouvrages. Tout à fait. Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, pour une prise de conscience de la jeunesse africaine, Exactement. publié aux éditions Edilivre, mais aussi, tant qu'il y aura cette école, réflexion sur le système éducatif africain, à quand la rupture avec la pensée occidentale, et c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Avec nous sur le plateau, Monsieur Thomas Calvin-Djombe, bonjour. Bonjour. Multirécidiviste dans Lady vous écoute, vous êtes chercheur, écrivain, vous avez des ouvrages à votre actif aussi, vous pouvez les citer d'ailleurs, je ne les ai pas sous la main. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors votre dernier opus, comme on dit aux artistes, porté sur Culture virile et identité féminine. Culture virile et identité féminine. Et c'est sur le genre en Afrique subsaharienne, qui a été édité aux éditions L'Harmattan. Merci de nous en faire part à nouveau. Alors, nous parlons de ce système éducatif en Afrique. À l'aune de votre ouvrage, monsieur, pour résumer, qu'est-ce que vous lui voulez au système éducatif en Afrique ? Bah, écoutez, il y a du quoi, effectivement, lorsque aujourd'hui vous regardez ce qui se fait en Afrique, la condition notamment dans laquelle se trouvent les Africains. Le premier constat qu'on fait, c'est qu'il y a en fait une dépendance. Une dépendance vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des étrangers notamment. Alors si on considère le système éducatif dans sa dimension économique, ce qui doit être dit, c'est justement est-ce que le système éducatif aujourd'hui permet aux Africains, enfin pas aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs, permet aux Africains effectivement de pouvoir se soustraire de cette dépendance économique de manière particulière. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet ? Bah, justement, c'est ce constat. Aujourd'hui, lorsque vous regardez typiquement sur l'année 2014, 2013 précisément, l'Afrique subsaharienne a eu à importer pour pas moins de 33 milliards de dollars de denrées alimentaires justement. Alors que nulle part au monde, si je puis dire de manière justement générale, vous ne trouvez des terres cultivables, arables en Afrique. Alors il y a quand même un problème. Comment se fait-il que vous avez des terres à foison, les conditions climatiques qui vont avec, et que vous n'êtes pas capable de pouvoir mettre en place une agriculture pour pouvoir arriver justement à l'autosuffisance alimentaire ? Voilà bien des questions. Je devrais rappeler, monsieur Djombe, que vous avez été enseignant en Afrique. Est-ce que ce que monsieur énonce vous interpelle ou pas ? Ça m'interpelle d'un certain point de vue, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il soit essentiellement parti dans l'optique purement économique. Moi, je pense que ce qu'il faut persifler par rapport au système éducatif africain, c'est surtout le caractère monolithique, basé sur considéré comme étant le seul levier d'ascension sociale. Au point que tous les individus s'y mettent, personne ne pense à la créativité, du point de vue technologique par exemple. La conséquence en est qu'avec un système étant essentiellement dépendant du monolithisme politique lui-même aussi, on a donc une conséquence évidente, c'est que la société est comme divisée en deux. Ceux qui réussissent parce que d'un certain point de vue, ils ont des accointances politiques ou leurs parents, et ceux qui, même avec les diplômes, ne peuvent pas réussir parce qu'ils n'ont personne pour pouvoir leur donner cette échelle-là. Donc j'ai été dans ce système-là, et dans le système éducatif. J'ai enseigné 9 ans au lycée Jos de Douala. Et autre chose qui interroge tout de suite, c'est la qualité des programmes. Parce que le système éducatif africain, c'est un système éducatif qui est essentiellement le système de l'échec et non le système basé sur la réussite. C'est-à-dire que les inputs ne sont pas proportionnels aux outputs. On considère un diplôme comme ayant de la valeur à partir du moment où, par exemple, sur les 100% de jeunes qui s'y présentent, il y a moins de 30%. Là, on dit, là, c'était le vrai bac. Alors qu'en réalité, avec le néo-fordisme et le post-fordisme qu'on essaye de faire valoir aussi dans le système éducatif actuellement, on a tendance à vouloir que dans les 100%, qu'il y ait au minimum 85 à 95% qui puissent réussir. Donc la question se pose donc, est-ce que ce sont les élèves qui sont, disons, nuls
ou alors Ou pas le à la système qui hauteur, est nul. ou alors le système lui-même qui est nul, Faut bien ou que alors quelqu'un soit les nul dans enseignants cette qui ne font pas bien leur travail. Ah, je n'osais pas dire cela. Bon, alors, si- je vous laisse réagir, monsieur. Oui. Justement, par rapport aux propos tenus par monsieur, je pense qu'il est quand même important de situer le système dont on parle. Alors, ce qui manque, comme vous l'avez précisé d'entrée de jeu, ce qui conviendrait d'adopter comme terminologie, ce serait effectivement le système éducatif en Afrique. Parce que parler typiquement du système éducatif africain, ça voudrait dire par ailleurs que le système a été mûrement réfléchi par les Africains eux-mêmes et pour eux-mêmes. Alors, ce qui n'est pas le cas, justement, parce que ce système éducatif dont on parle, en fait, c'est simplement c'est l'héritage colonial, typiquement. Nul besoin, par ailleurs, de citer, je crois, déjà Luc Ferry, pour qu'effectivement la politique coloniale était tout simplement fille de la politique industrielle. Donc, par rapport à ça, justement, la question est tout simple. Pourquoi, effectivement, ce système a été mis en place? Pourquoi nous avons été éduqués? Vous avez tout à l'heure, effectivement, mis l'accent sur les programmes, le contenu des programmes. Alors, peut-être pour votre rappel, pour votre information, également de ceux qui nous suivent, il a été mis en place en 1956, la loi des fers. Bon, peut-être que vous devez la connaître. Alors, pour la meilleure compréhension de tout, ce que dit la loi des fers. Alors, la loi des fers, effectivement, des fers, c'est justement, ce fut un homme politique français, un député, effectivement, donc qui a eu à initier cette loi. Et au regard de cette loi, l'idée, c'est effectivement de concéder, de conférer, on va dire, une certaine autonomie aux colonies. Alors, ce qui est étonnant et marrant quand même avec cette loi, c'est que le pouvoir central, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas encore justement de pays africains en tant qu'indépendants, nous sommes en 1956, le pouvoir central s'était réservé dans le cadre même de cette loi le monopole, si vous voulez, le contrôle sur les programmes justement de l'éducation. C'est-à-dire qu'on vous donne l'autonomie, mais le contenu des programmes... Mais pas complètement. Exactement. Alors, effectivement, pourquoi avoir gardé le contrôle sur l'éducation, sachant que, pour en finir justement par rapport à ça, comme le dit un peu un proverbe africain, ce que vous faites pour vous-même dépend de ce que vous pensez de vous-même, et ce que vous pensez de vous-même dépend de ce que vous savez de vous-même. Alors effectivement, par rapport à ce qu'on sait, si de par le contenu du programme, on est en fait amené à avoir une approche de l'éducation qui vous extravertit, qui vous amène à pouvoir en fait à ne pas penser à tout simplement avoir le contrôle, à pouvoir j'allais dire aussi, voilà, arriver à pouvoir trouver des solutions voilà, de manière tout à fait autonome. Il y a de quoi effectivement s'interroger sur le bien fondé de ça. Alors, tout de même, je voudrais que vous réagissiez sur un point, la dimension des rapports nord-sud, qui est tangible dans le système éducatif en Afrique. Je parlais tout à l'heure des ancêtres qui se veulent gaulois. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que c'était gravissime, puisque tout le monde savait qu'il n'était rien gaulois du tout? Comment est-ce qu'on peut se positionner ou se repositionner désormais? Moi, je pense qu'à partir aux environs des années 60, avec cette prégnance de l'Europe sur le développement de l'éducation en Afrique, ce sont eux qui ont défini les programmes. À un moment donné, ils ont donné la possibilité aux pays africains de pouvoir eux-mêmes mettre sur pied leur programme à partir du moment où ils se sont rendus compte d'une certaine évolution et d'une technicité. Et ça, c'est aux environs des années 75. Le problème, c'est que les blocages se situent en Afrique elle-même et non en Occident. Parce que ce que l'Occident recherche aujourd'hui en Afrique, ce sont les revenus économiques. L'Occident tient encore à continuer à vendre ses livres aux pays africains. Donc, si vous regardez les livres, par exemple, qu'on utilise dans les classes en Afrique, dans une proportion d'environ 75% à 85% viennent d'Occident. Donc, par contre, les programmes tels qu'ils ont été dans les années 60 n'ont pratiquement pas évolué. Alors que l'Occident a fait évoluer ses programmes. Mais pourquoi l'Afrique s'obstine-t-elle alors qu'elle est aujourd'hui indépendante? Les pays sont indépendants. Pourquoi ne conçoivent-ils pas des programmes endogènes? Voilà une question. Si vous êtes d'accord, je voudrais vous proposer de regarder ensemble une initiative heureuse plutôt, puisqu'elle dure depuis quelques années déjà. C'est aux Comores, à l'initiative du gouverneur Moïni Baraka. Voilà un partenariat sud-sud que je vous laisse découvrir. On regarde ceci. Le secrétaire général au commissariat à l'éducation de la Grande Comore, nous sommes ici dans l'île de Ngadidja. Oui. Vous avez la
parole. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Une effervescence inhabituelle. Bon, merci. Aujourd'hui, nous sommes là pour organiser un concours qui entre dans le cadre d'une convention de coopération signée entre le gouverneur de l'île autonome de Ngazija et les universités de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, on est là pour organiser le concours afin de permettre aux étudiants comoriens de suivre les études à l'EMPH de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est donc un partenariat afin que les Comoriens puissent aller en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est une convention signée entre le gouverneur de l'île autonome de Ngazija et l'université de la Côte d'Ivoire. Voilà. Comment avez-vous fait le recrutement pour ce concours? Comment est-ce que les gens ont été mis au courant de cela? Voilà, les candidats ont été mis au courant à partir des communiqués. On a envoyé un SMS à tous les étudiants. C'est comme ça qu'ils se sont présentés pour s'inscrire. Bon, juste pour montrer aussi que les sujets sont conçus en Côte d'Ivoire. Ils sont menés par une délégation. Ils sont là et la différence entre cette année et l'année dernière, c'est que l'année dernière, le concours a été organisé uniquement en Ngazija. Oui. Mais cette année, c'est éparpillé au niveau du territoire national. Il y a un concours ici en Ngazija, il y a en Juin et il y a aussi à Moweli. Bon, comme nous avons une forte délégation de 3 personnes, il y a une qui est partie à Moweli, une en Juin et l'autre est restée ici. Voilà. Voilà. Quels sont les débouchés pour les personnes qui vont réussir à ce concours? À quoi vont-elles pouvoir accéder? Voilà, donc à quoi ils vont pouvoir accéder? Bon, nous avons on nous a soumis 4 écoles, établissements. Il y en a qui dispensent de l'informatique, il y a la chimie, il y a la biochimie, la pétrochimie, il y a la mécanique, il y a le génie civil. Bon, les débouchés sont nombreux. Ils vont permettre aux étudiants d'accéder à... Et les débouchés que vous avez cités tout à l'heure, ce sont des professions où on retrouve majoritairement des hommes. Comment avez-vous la certitude que les quelques femmes que l'on a vues dans les salles vont pouvoir elles aussi accéder à ces professions? Moi, j'en suis confiant et je sais que les femmes aussi vont accéder parce que le concours a été organisé l'année dernière. Nous avons actuellement 35 étudiants comoriens qui sont en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, la moitié, ce sont des femmes, donc on est confiant, on est sûr qu'ils vont... 50-50. C'est une coïncidence ou c'est une volonté de... Non, on remarque qu'il y a une volonté du gouvernement sur l'eau de l'île autonome de Ngazija d'inciter les femmes à participer à toutes les activités. Nous sommes là à Moroni aujourd'hui pour la supervision du concours. Nous revenons donc là sur le commentaire qui est le vôtre sur ce partenariat Sud-Sud. Hein. C'est une école en Côte d'Ivoire qui fait un partenariat avec l'île de la Grande Comore, l'île de Ngazija précisément, pour que ce qui est fait à l'échelle de la sous-région, on va parler comme cela, quand bien même les Comores sont des îles, on peut parler de la sous-région. Est-ce que vous pensez qu'une démarche comme celle-là va pouvoir gommer les avatars en quelque sorte du système éducatif en Afrique qui est à l'image, qui est un copier-coller mal adapté du système éducatif français? Oui, on pourrait le dire, mais en gros, à partir du moment où la démarche, dans le fond, consiste effectivement à revoir les bases en termes de programme, effectivement, ça pourrait permettre aussi, par ailleurs, de répondre aux besoins justement de l'unité africaine ou panafricaine, pour le dire comme ça. Mais c'est des initiatives qui ne peuvent être qu'encouragées. Alors, une question tout de même. Vous dénoncez le fait que la pensée occidentale soit à l'œuvre aujourd'hui en Afrique, mais qu'attend l'Afrique elle-même pour renaître de ses cendres et proposer, ma foi, un système éducatif qui lui corresponde vraiment? Je pourrais dire qu'en fait, on note des évolutions en Afrique. Il y a encore beaucoup de résistance, parce que le système éducatif est en lui-même copié sur le monolithisme politique aussi. Lequel est lui-même. Par conséquent, il n'y a pas véritablement une réelle technicité pour des individus qui devront mettre en place cette possibilité de transformation du système. C'est-à-dire que les ministres ne sont pas des technocrates. Les dirigeants éducatifs ne sont pas des technocrates. Je crois qu'il faut, dans ce système éducatif-là, des technocrates qui sont capables d'avoir le courage politique de transformer véritablement la chose, ce qui n'est pas le cas actuellement. De deux, il faudrait un véritable professionnalisme des enseignants pour qu'ils puissent comprendre que l'essentiel, ce n'est pas simplement les données théoriques qu'il faudrait transmettre aux enfants, c'est leur donner la possibilité de pouvoir eux aussi se mettre au travail,
pour qu'il y ait une ouverture vers la création. Il y a tout cela qu'il faudrait essayer de mettre en place pour qu'il y ait une certaine évolution dans le système éducatif en Afrique. Alors, parlons de la question du genre. Hein. On posait la question dans notre reportage tout à l'heure. Le tout n'est pas qu'on ait pensé les choses convenablement. Encore faut-il s'assurer que cela prenne en compte la réalité qui est celle des filles lorsqu'elles sont scolarisées et des femmes qu'elles vont devenir avec le décrochage du travail parce que 9 mois de maternité, on peut, si on y réussit à les passer sur son lieu de travail, mais on doit prendre en compte aussi le fait qu'il faille parfois rester sur le banc de touche. Voilà des réalités qui sont celles des femmes au long cours, que ce soit en Afrique ou même en Occident. Faut-il que le système éducatif en Afrique puisse prendre tout cela en compte et aménager les choses pour qu'il en soit autrement? Oui, effectivement. C'est-à-dire que dans l'absolu, les femmes comme les hommes effectivement, se retrouvent à un moment donné dans le même bateau, comme qui dirait. C'est une réponse d'homme. Néanmoins, il faut aussi dire que... C'était dans l'absolu, mais dans la pratique. Mais dans la pratique, dans certains endroits, cela reste à déplorer parce que justement, il n'y a pas cette égalité-là d'accession justement à l'éducation. Existe-t-elle vraiment? L'égalité? Oui. Bon, l'accès à l'éducation, quand on sait que les filles sont déscolarisées là où elles sont enfin scolarisées. Justement parce qu'il y a des éléments d'ordre culturel qui expliquent cela. Il y a certaines traditions, en gros, au regard desquelles, la fille n'a pas encore ou n'est pas encore vraiment disposée à pouvoir y accéder. Elle est tout à fait disposée à aller chercher de l'eau très loin, du bois de chauffe et un certain nombre de choses. C'est ce qu'il faut, effectivement, on va dire un peu combattre et condamner. Parce que bon, figurez-vous, non pas un peu, mais dans l'absolu, il faut totalement effectivement arriver à pouvoir défaire cela. Parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que les jeunes filles ou la femme ne soient moins éduquées que le serait l'homme. Et pourtant, monsieur l'enseignant... Je pense que ça fait partie des carences de l'éducation en Afrique. Parce que l'Afrique n'a pas développé l'éducation spécialisée. Actuellement, il y a un seul pays qui collabore par exemple avec la France, puisque il y a les enseignants de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse française qui vont là-bas pour former des formateurs. La Côte d'Ivoire, former des formateurs pour qu'il y ait des éducateurs spécialisés qui pourront aller travailler avec ces jeunes filles qui sont en situation de décrochage scolaire pour les ramener dans un système scolaire. Peut-être pas tout de suite un système scolaire classique, mais néanmoins, au moins une remise à niveau qui leur permettra plus tard de reprendre leur place dans le système scolaire classique. Et donc leur place dans la société, ne faut-il pas relever qu'une fille scolarisée, c'est un mieux pour tout le monde, pas seulement pour elle-même? Mais bien entendu. Bien entendu. C'est une évidence. Bien entendu, parce que même lorsque vous considérez un peu historiquement, la femme a toujours eu une place de pivot, une place centrale dans la société africaine. Après, effectivement, c'est au regard de ce qui s'est passé, progressivement, bien entendu, que son statut a eu à être, dans certains endroits, un peu rabaissé. Mais la femme, quoi qu'il en soit, a cette place qui lui revient, en ce sens qu'elle est à même de faire évoluer la société. Même sans éducation. Écoutez, après, effectivement, il faut expliquer aussi ce qu'on entend par éducation. La même que les garçons, la même que celle à laquelle accèdent les hommes. Mais bien sûr. Bien sûr, mais il faudrait, je pense, pour un équilibre et pour une cohésion sociale, on va dire optimale, que la femme ait effectivement accès aux mêmes droits, à la même qualité de formation que justement les hommes. Si d'aucuns se disent ce sera quand les poules auront des dents, ailleurs c'est une vérité. Nous retournons donc à Ngazidja, c'est l'île de la Grande Comore, pour voir la suite de ce processus de partenariat sud-sud. Je le rappelle, c'est entre la Côte d'Ivoire et l'île autonome de Ngazidja. On regarde. Les femmes ont participé à toutes les activités. Nous sommes là à Moroni aujourd'hui pour la supervision du concours pour l'entrée à l'INP, c'est-à-dire Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ça n'est donc pas la première fois que vous êtes présente ici? C'est ma première fois, mais ça fait 3 ans que le concours se déroule. L'INP fait venir des l'INP fait venir des personnes de l'INP, disons le directeur général, M. Kofi Nguessan. Oui. Il fait venir des personnes de Yamoussoukro pour venir à Moroni pour la supervision du concours. Mais quand on sait que Moroni est loin de la Grande Comore, de la Côte d'Ivoire, pouvez-vous nous expliquer comment les choses se sont mises en place?
Il y a eu une convention. Il y a eu une convention entre le gouverneur Mouni Barak qui s'est déplacé. Il est parti à Yamoussoukro, il a signé la convention avec M. Kofi Nguessan, qui est le directeur général de l'Institut national polytechnique. Et c'est depuis ce temps que chaque année, les concours se déroulent aux Comores et les candidats les étudiants admis vont en Côte d'Ivoire. Vous êtes satisfaite du déroulement du concours d'aujourd'hui? Oui, parce que avant notre arrivée même, les autorités comoriennes avaient déjà mis tout en place pour le bon déroulement du concours. On a vu un peu de mouvement tout à l'heure, des femmes qui sortaient des salles de cours, qui revenaient. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi je peux dire que c'est un peu le stress et puis les enfants sont venus un peu tôt. Et certains qui n'ont pas pu déjeuner, quand c'est comme ça, il y a un peu de malaise. Pourquoi est-ce que les femmes sont stressées? Les hommes ne sortent pas pour Elles sont plus faibles que les hommes. Elles sont plus faibles que les hommes. Quand je dis plus faibles, je dis qu'elles sont un peu plus fragiles que les hommes. Plus fragiles. Oui. Très bien, madame. Est-ce que vous pensez que ce partenariat peut être développé avec d'autres pays aussi? Parce que oui, déjà. C'est issu dont vous voyez partout dans le monde. Déjà, le directeur général, qui est vraiment un homme dynamique, a déjà mis tout ça en place. On a même des étudiants nigériens qui viennent à l'Institut national polytechnique. On a des Congolais qui sont là. Et cette année, il a décidé de vraiment ouvrir l'Institut polytechnique à plusieurs pays de la sous-région. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre Institut polytechnique qui fasse que des gens viennent d'ailleurs? C'est vraiment une école d'excellence. Est-ce que vous le dites parce que vous êtes ivoirienne vous-même? Je le dis parce que ça se voit sur le marché du travail. Oui. Nos étudiants sont les meilleurs. Et nos étudiants se vendent comme de petits pains. Vraiment, ce sont les meilleurs étudiants. Parce que l'école forme vraiment, c'est une école d'élite. Merci madame. Si c'est vous qui le dites, parole de femme. Merci. Voilà donc l'Institut national polytechnique. Est-ce que ce partenariat, cette initiative vous parle? Écoutez, là j'en prends connaissance, mais il faut dire que c'est des initiatives, comme je dis tout à l'heure, qui sont à encourager. Et ce que je relève aussi dans la formation, c'est cette orientation plutôt technique. Parce que bien souvent, il a été trop longtemps question des formations générales, que trop général, bien évidemment. Donc la finalité explique le fait qu'aujourd'hui, vous avez énormément, mais alors une pléthore de diplômés qui se retrouvent aujourd'hui sur le carreau. Puisque techniquement, aujourd'hui, les besoins éventuellement sur les entreprises qui sont sur le terrain en Afrique, pas besoin des juristes, pas besoin en tout cas les formations générales. Et c'est ce qui est effectivement encouragé et à amplifier justement. Et le rôle, le devoir incombe par rapport à ça au pouvoir politique, justement. Puisque quoi qu'il en soit, lorsqu'aujourd'hui on parle du système éducatif, nous nous retrouvant de plein pied sur le terrain du politique. Puisque au final, il revient justement au pouvoir, aux décideurs politiques de créer cette dynamique-là, de donner cette impulsion pour canaliser, si je puis dire, notamment les orientations en termes de formation. C'est la technique aujourd'hui qui fera qu'il y ait des débouchés assez conséquents et importants. Mais c'est pas la première coopération. En fait, c'est pas la première parce qu'il y en a d'autres. Par exemple, l'Institut militaire du Cameroun reçoit les étudiants l'école militaire reçoit les étudiants du Burkina Faso, du Tchad, de quelques pays autour. Alors la question donc se pose dans ces termes, est-ce que la question du système éducatif en Afrique peut trouver sa voie dans une démarche locale, une démarche, je disais, endogène tout à l'heure, une démarche avec les réalités de la sous-région? Est-ce que c'est cela vos propos respectifs? Il faudrait qu'on puisse déjà dépasser l'étape de la coopération. Oui. C'est-à-dire, en fait, quand je dis pas de la coopération éducative, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, en fait, le fait que l'Occident envoie des coopérants en Afrique pour pouvoir donner des cours là-bas. Il faut qu'on dépasse cette étape-là déjà. Il faut qu'on puisse créer une coopération interne à l'Afrique. Alors, mais est-ce que cette coopération est acceptée par tout le monde? Parce que d'aucuns voudraient le médicament qui vient de chez le pharmacien, le français de Molière qui vient de chez Molière, et tout ce qui s'ensuit. Le problème, c'est celui-ci, c'est qu'il y a comme une peur de l'Africain envers l'Africain. C'est-à-dire, peur est un petit mot, peut-être que vous vouliez dire autre chose de plus fort. Chacun a toujours tendance à croire que l'autre ne fait pas bien, ou alors si l'autre vient, peut-être qu'il viendra prendre ce que lui connaît pour pouvoir l'exploiter d'une autre, ainsi de suite. Donc, et ça se voit partout. Il y a quelques universités africaines que j'ai pu visiter. Il y en a, en Côte d'Ivoire, vous trouvez par exemple quelques Camerounais. Au Cameroun, vous trouvez, on voit des Maliens. Au Tchad, on trouve des Maliens.
Mais c'est seulement, la plupart du temps, c'est dans des domaines beaucoup plus littéraires que dans les domaines purement scientifiques. Car la réalité aujourd'hui, elle est concrète. Il faut une professionnalisation et donc une immédiateté de ce que l'on apprend à faire, d'où l'intérêt de démarches de l'Institut national polytechnique avec des formations qui permettent tout de suite de rentrer sur le marché du travail. Tout à fait. Enfin, c'est le concret. Mais cela ne veut pas dire que les formations dites abstraites, littéraires, n'est pas leur place. Sont justement des parents pauvres. C'est pas là la question. Alors nous allons terminer là-dessus. Je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir accepté de participer à cette discussion. Je rappelle Stéphane Kondambambou que vous êtes auteur de 2 ouvrages, Tant que les lions n'auront pas leur propre histoire et tant qu'il y aura cette école. Et merci à vous Thomas Calvin-Djombe, chercheur écrivain, de venir continuer à nous éclairer de votre lanterne. Bonne continuation aux étudiants, c'est la rentrée. Au revoir.